Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue aux 12h de ce 17 septembre. Voici les titres. Séance plénière ce matin à l'Assemblée populaire nationale consacrée aux questions orales adressées aux membres du gouvernement. 6 ministres face aux députés. Début dimanche prochain de la révision exceptionnelle des listes électorales par l'autorité nationale indépendante des élections en vue du référendum sur la révision constitutionnelle. Cette dernière fait l'objet d'une large campagne d'information et d'explication dans les médias nationaux. Les détails tout à l'heure. Dernier jour de l'examen du baccalauréat où les candidats de la majorité des branches se pencheront sur la physique et la philosophie. Zoom ce matin sur ces candidats pour qui l'âge n'est pas un obstacle et le bac un but à atteindre. Nous irons à Médéa dans notre journal pour parler arboriculture. La région est devenue un pôle fruitier par excellence avec une tendance affichée vers les vignobles et les pommiers. Ce sera le reportage de l'édition. Bienvenue à tous. Révision constitutionnelle. Le référendum prévu le 1er novembre. En prévision de cette échéance, l'autorité nationale indépendante des élections débutera la révision exceptionnelle des listes électorales dimanche prochain. L'opération s'étendra jusqu'au 27 septembre, annonce l'autorité nationale indépendante des élections dans un communiqué. Et une large campagne médiatique pour accompagner la révision constitutionnelle a été lancée hier. Les médias nationaux sont tenus de rapprocher, expliquer et élucider le contenu du texte aux citoyens. Nesrine Ben Saïdi. L'autorité nationale indépendante des élections et depuis sa création avait pour principale mission l'organisation et la supervision du scrutin présidentiel du 12 décembre dernier. Une mission accomplie et qui se poursuit aujourd'hui à travers l'organisation du référendum national sur la Constitution révisée prévue le 1er novembre prochain. Pour cela, une large campagne d'information est lancée en vue de sensibiliser les citoyens quant à l'importance de ce scrutin et afin d'apporter les informations nécessaires. Cette campagne est un peu différente des campagnes qu'on a l'habitude de voir, comme les campagnes présidentielles, législatives ou même locales. C'est une campagne qui a pour but de donner des explications sur la nature de ce référendum. L'ANI est une autorité qui n'a pas de parti pris. Nous sommes juste là pour sensibiliser les citoyens quant à l'importance de ce rendez-vous électoral, et ce à travers différents moyens, comme les campagnes publicitaires en collaboration avec l'autorité de régulation audiovisuelle et les différents moyens de communication. Pour l'autorité de régulation audiovisuelle, la réussite de ce scrutin commence par la mise en place d'une bonne stratégie médiatique basée sur l'éthique, la déontologie et le respect de l'ordre public à travers une répartition équitable des passages et un large débat. حملة انتخابية مبنية على الموضوعية. Il faut se concentrer sur l'objectivité du débat. C'est sur quoi travaille l'Arabe. Nous avons donné des recommandations spéciales pour une couverture médiatique libre et transparente, mais dans le respect de l'ordre public. Pour le ministère de la Communication, la préparation de ce scrutin commence par une bonne organisation médiatique en assurant les voies et moyens nécessaires pour une couverture médiatique professionnelle. Le rôle du ministère de la Communication est d'assurer les moyens logistiques, techniques et humains pour couvrir cet événement qui est le référendum sur la révision de la Constitution. Rapprocher, expliquer et clarifier le contenu du texte de la révision constitutionnelle aux citoyens, un objectif tracé pour assurer la réussite du scrutin de l'amendement de la Constitution, soit la pierre angulaire pour l'édification d'une nouvelle République.
Révision de la Constitution toujours, les Algériens appelés à participer massivement au débat et au vote prévu le 1er novembre. L'appel hier de l'initiative des forces nationales de réforme. Dans un communiqué, les participants ont salué l'introduction de bon nombre de leurs propositions au texte de la Constitution de 2020, se félicitant du débat important dans la scène nationale sur les grandes questions qu'il contient. Appel également de différents acteurs de la société civile à une participation accrue au débat autour de la révision constitutionnelle et le référendum prévu le 1er novembre. On écoute. Le référendum sur la Constitution du 1er novembre sera un réel début pour l'instauration de l'équilibre et la complémentarité entre les pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires dans le système de gouvernance en Algérie. Cette constitution sera l'occasion de garantir plus de liberté pour les citoyens. Nous faisons partie de ces associations qui appellent à ce qu'il y ait plus de participation pour débattre ce projet constitutionnel, car la Constitution est le fondement même d'une nation. Nous devons nous imprégner de cela pour l'édification d'une nouvelle République. Nous appelons à participer massivement à ce scrutin. L'heure est venue pour le peuple algérien de contribuer et de voter le 1er novembre pour donner son avis sur la Constitution, et le rôle de la jeunesse est très important. Les jeunes doivent donner leur avis en toute sincérité. Le référendum sera le 1er novembre. Ça sera l'occasion pour le peuple algérien d'exprimer son opinion. Nous appelons tous les acteurs de la société civile et le peuple algérien à participer en force au référendum. Voilà pour ce qui est de la révision constitutionnelle, ce que nous pouvions dire dans notre journal. Et dans l'actualité également, séance plénière ce matin, l'Assemblée populaire nationale consacrée aux questions orales adressées aux membres du gouvernement. Présent à la séance, le ministre des Finances, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, le ministre des Transports et le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière. Activité ministérielle toujours, le ministre de l'Énergie, président de la conférence de l'OPEP, Abdelmejid Attal, participe aujourd'hui aux travaux de la 22e réunion du comité ministériel mixte de suivi OPEP non-OPEP par visioconférence. Les prix du pétrole connaissent une tendance haussière ces derniers jours, aidés par une baisse inattendue des stocks de brut aux États-Unis, mais aussi les perturbations de l'offre dans le golfe du Mexique causées par l'ouragan Sally. Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison novembre a terminé à 42,22 $ à Londres, une hausse de 4,17% par rapport à la clôture de la veille. Dernier jour ce jeudi de l'examen du baccalauréat, au programme des épreuves de physique et philosophie pour la majorité des branches. Pas moins de 630 000 candidats sont concernés par cette session 2020-2021 qui se déroule dans une conjoncture particulière due à la pandémie de coronavirus. Et toujours dans le contexte du baccalauréat, mais cette fois-ci avec les seniors ou presque. Depuis quelques années, il y a de plus en plus de personnes plus âgées, disons-le comme ça, qui passent ou passeront, ou repassent plutôt l'épreuve du baccalauréat. La quête du sésame pour l'université, un but pour certains. On vous propose de découvrir dans le lycée du Abdelhafid Merad situé à Bourouba quelques-unes de ces personnes pour qui l'âge n'est pas un obstacle. Walid Yousfi. À 50 ans, Khaled Kahia est un employé d'entreprise qui s'apprête à passer le bac. Son souhait le plus cher est de décrocher son diplôme. Comme lui, ils sont une dizaine de candidats libres à vouloir obtenir le précieux sésame pour l'université. Et c'est dans ce lycée de Bourouba, à Alger, qu'ils passent les épreuves du baccalauréat, où sont inscrits 300 candidats libres. J'ai dépassé l'âge de 50 ans. La fonction, je travaille dans une entreprise étatique. Pour le bac, pour moi, c'est un but que je n'ai pas obtenu il y a très longtemps et que j'aimerais bien refaire cette expérience et que ce sera la dernière que j'aurai mon bac.
Donc c'est une sorte d'objectif. Exactement, c'est une histoire d'objectif. Je connais beaucoup de personnes qui ont dépassé l'âge des études et qui ont quand même repassé le bac. Ils sont un exemple pour moi et pour beaucoup d'autres. J'encourage vivement les gens qui sont dans le même cas que moi de le repasser. Je suis très content de repasser le bac malgré mon âge. J'ai 63 ans et il n'est jamais trop tard. J'encourage tous ceux qui ont arrêté les études ou qui n'ont pas pu passer cet examen de le faire. Qu'ils soient salariés, retraités ou sans emploi, de plus en plus de quarantenaires, de cinquantenaires ou même des sexagénaires envisagent de repasser l'épreuve du baccalauréat sur le territoire national. Chaque année, nous remarquons qu'il y a de plus en plus de candidats âgés entre 40 et 65 ans. C'est admirable et encourageant pour les années à venir. Nous souhaitons la réussite à tout le monde et nous espérons que les examens se déroulent dans de bonnes conditions sanitaires. Je leur dirais toujours, ne baissez pas les bras, ne baissez pas les bras. Il y a toujours le temps. Même si vous faites quelque chose en parallèle, s'ils vont une formation, s'ils vont intégrer le monde du travail, mais n'oubliez pas les études, c'est très important, c'est très important. Ne laissez pas le temps vous dépasser et le repasser à 50 ans, c'est un peu difficile. Difficile mais pas impossible, notamment pour ceux qui ont la volonté de réaliser leurs rêves malgré les difficultés. Khaled, Saïd et Bachir en sont la preuve. La certification électronique a désormais son autorité nationale. Il s'agit de sécuriser les opérations numériques, un impératif si l'on veut aller vers une économie du savoir et s'aligner sur les standards internationaux. Camille Amel nous en dit plus. L'économie de la connaissance, le commerce électronique et la sécurisation des systèmes informatiques sont les nouveaux défis fixés par l'État, et ce à travers la création d'une autorité nationale de certification électronique. Son rôle principal, sécuriser les données personnelles et les échanges électroniques. Il s'agit là d'une autorité de certification électronique. C'est l'un des piliers stratégiques de la numérisation, puisque offrir un service numérique de qualité demande la création d'une identité numérique au profit d'une personne physique ou morale et peut même s'appliquer aux équipements. Cette autorité est capable de garantir la sécurisation des échanges électroniques. Mais en quoi consiste cette certification électronique et comment fonctionne-t-elle? La loi 1504 fixe les règles générales relatives à la signature et à la certification électronique. De ce fait, 3 autorités ont été créées pour la certification électronique. La première est l'autorité nationale de certification. Sa principale mission consiste en la supervision et la gouvernance de l'activité de certification électronique. Et puis, il y a une autre autorité gouvernementale qui offre le service de certification, mais aussi la signature électronique au profit des entreprises publiques. Enfin, il existe une autorité économique de certification électronique destinée aux institutions relevant du secteur économique. Voilà que le commerce électronique dispose enfin de son autorité économique de certification électronique, une autorité capable de garantir la sécurisation des échanges électroniques et la rapidité de traitement des dossiers. Ce projet permettra de développer les échanges électroniques, mais également de booster l'économie nationale de manière générale. Cette autorité économique œuvre à préparer des licences au profit des prestataires de services électroniques, mais aussi les entreprises qui répondent au cahier des charges. En attendant le lancement officiel de cette certification électronique qui a tardé pour cause de la pandémie, l'État double d'efforts pour relever le défi, celui du développement économique national. Situation sanitaire à présent, 232 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 159 guérisons et 13 décès ont été enregistrés selon le dernier bilan actualisé hier par le comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie. On écoute le porte-parole, le Dr Jamel Fourar.
Aujourd'hui, le mercredi 16 septembre 2020, nous allons vous donner comme d'habitude un point complet sur la situation épidémiologique de la Covid-19 en Algérie depuis le début de la pandémie à ce jour. Les principaux indicateurs enregistrés au cours des 24 dernières heures sont les suivants: 232 nouveaux cas, 160 nouvelles hospitalisations, 159 patients guéris, 31 patients en soins intensifs et 13 décès. Avec la notification de 232 nouveaux cas, l'incidence au cours des 24 dernières heures est de moins de 1 cas pour 100 000 habitants, sachant que 18 wilayas n'ont pas déclaré de cas au cours des 24 dernières heures, 22 wilayas ont déclaré entre 1 et 9 cas et 8 wilayas ont déclaré 10 cas et plus. Concernant les décès enregistrés au cours des 24 dernières heures, nous avons 13 nouveaux décès, rahimahullah. Pour ce qui est des nouveaux malades hospitalisés durant les 24 dernières heures, leur nombre est de 160 patients. Les patients guéris à ce jour, leur nombre est de 34 517 patients, dont 159 guéris au cours des 24 dernières heures. Les patients en soins intensifs, nous avons actuellement au niveau des hôpitaux 31 patients hospitalisés en soins intensifs. Et comme d'habitude, nous demandons à la population de rester très vigilante, de respecter les règles de prévention, notamment l'hygiène des mains, la distanciation sociale et surtout le port de masque obligatoire en tout lieu et en toutes circonstances. Merci de votre attention. À l'étranger, accélérer la tenue d'un référendum d'autodétermination au Sahara occidental occupé, l'appel des amis du pays participant à la visioconférence organisée hier à Genève, intitulée 60e anniversaire de la résolution 1514 de l'ONU, son application au Sahara occidental. Naïma Chekchek. Il s'agit d'une résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies, la 1514, datant du 14 décembre 1960, qui donne au Sahara occidental, comme à tous les peuples alors sous colonisation, le droit à l'autodétermination et à l'indépendance. Depuis, une succession de résolutions onusiennes ont suivi la 1514 pour la décolonisation du Sahara occidental, mais en vain, le Maroc tergiversant continuellement sur la question. C'est ainsi que cette vidéoconférence vient en présence du président de la République arabe démocratique sahraoui, Brahim Ghali, rappeler l'urgence d'un référendum d'autodétermination au Sahara occidental occupé, dernière colonie sur le continent africain, est-il bon de rappeler. Elle est organisée par le groupe de soutien au Sahara occidental, composé de 240 ONG au niveau de la CDH, la Commission onusienne des droits de l'homme à Genève, tout un panel de haut niveau y ont participé avec notamment le vice-premier ministre de la Namibie, le chef de la diplomatie de Timor-Est, la représentante de l'Afrique du Sud à Genève, en plus de l'ancien représentant spécial du secrétaire général de l'ONU et l'ancien chef de la MINURSO. Également l'eurodéputé Barena Arza et le président de la Commission sahraoui des droits de l'homme. La conférence a été l'occasion pour les participants de réaffirmer leur soutien fort et sans faille au peuple sahraoui pour l'exercice de son droit à l'autodétermination, se réjouit le groupe de soutien de Genève. Les participants qui ont encore et surtout dénoncé, disent-ils, les manœuvres multiples et récurrentes visant à reporter indéfiniment le référendum d'autodétermination. En intervenant à cette conférence, la vice-premier ministre namibienne a déclaré que l'ONU était en mesure de tenir ce référendum, indiquant aussi que l'Assemblée générale ne pouvait garder son attitude expectante car l'inaction ou l'action indécise perpétue le statu quo illégal et encourage la puissance occupante à poursuivre ses violations des droits de l'homme sur le territoire. Passer outre le colonialisme marocain trahirait les valeurs africaines, asséné le chef de la diplomatie de Timor-Est, un ton qu'a fait également sien l'eurodéputé espagnol Barena Arza. Dans le dossier libyen, départ imminent de Faiz Sarraj selon l'agence Bloomberg, citant des sources proches du dossier. Le président du Conseil présidentiel du gouvernement d'Union nationale serait sur le point de démissionner, mais restera intérimaire aux négociations prévues à Genève le mois prochain. L'annonce officielle est attendue avant la fin de la semaine, selon la même source. Le Parlement basé à Tobrouk, dans l'est de la Libye, et autres partis rivales seront invités pour se mettre d'accord sur un nouveau Conseil présidentiel qui va unifier les autorités et administrations du pays, organiser des élections. Ce plan aurait été discuté par le chef du GNA et ses collaborateurs avec d'autres partenaires libyens et internationaux. Toujours à l'étranger, l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine, pointé du doigt suite aux coupes budgétaires. L'Office peine à venir en aide aux Palestiniens se trouvant dans une situation précaire. Bouchra Bouali. Venus de différents camps de réfugiés, ces personnes ont manifesté hier devant le siège de l'UNRWA, l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de la Palestine dans le Proche-Orient.
Ils étaient des centaines à brandir des banderoles dans lesquelles ils dénonçaient la précarité de leur situation, exacerbée par le coronavirus, et réclamaient leurs droits à l'agence onusienne. La superficie du camp est de 1 km². Quelques 100 000 personnes y vivent. Il n'y a pas de salubrité, il n'y a pas de service destiné aux réfugiés palestiniens. Il y a la pandémie de coronavirus, une maladie grave qui se propage dans le camp. Une maladie qui vient aggraver le malheur des réfugiés qui vivent dans des camps surpeuplés où règne la misère et le chômage. Notre situation est très difficile. Nous n'avons rien. Pas de travail, pas de nourriture et pas d'eau. Comme vous voyez, nous n'avons que ces rues pour nous abriter. Avec le confinement, on nous a demandé de rester à la maison. Comment voulez-vous qu'on nourrisse nos enfants ? Confrontés à l'insécurité alimentaire, les réfugiés palestiniens lancent un appel au monde entier pour leur venir en aide, car leur survie dépend des subventions faites à l'UNRWA. Des subventions qui se font de plus en plus rares, notamment avec la coupe des aides par Trump, qui soutient Israël dans sa politique expansionniste. Et la pandémie de coronavirus a causé la mort de plus de 936 000 personnes dans le monde depuis que le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre 2019. Les États-Unis restent en tête en termes de nombre de contaminations. L'Organisation mondiale de la santé a annoncé jeudi avoir lancé une charte pour mieux protéger les personnels soignants qui payent le prix fort avec leur santé dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19. Direction Tlemcen, à l'ouest, où la localité de Bni Snouz, qui commence à connaître un élan de développement, aspire à plus pour une qualité de vie meilleure et ses habitants. Mariam Demis. Dans ces villages situés à Bni Snouz, dans la wilaya de Tlemcen, les habitants attendent impatiemment de bénéficier d'autres projets de développement pour améliorer leur mode de vie. L'électricité et le gaz sont disponibles. Nous demandons la réalisation d'un hôpital. Nous avons un problème d'irrigation. Il y a un barrage qui se trouve à Sidi Bni Mahdar, mais les habitants ne l'exploitent pas. Nous possédons plus d'1 million d'oliviers menacés de disparition. Dans notre village, si on ne possède pas de véhicule, on ne peut pas se déplacer. Des préoccupations qui attendent des réponses auprès des autorités locales. Nous avons fait le point concernant les projets du secteur de l'éducation, à savoir les écoles qui vont ouvrir leurs portes au cours de cette année scolaire. Les autorités locales et les services concernés sont en cours d'étude pour régler le problème des eaux destinées à l'irrigation. Nous allons consacrer du temps à ces citoyens pour prendre leurs doléances. Il est à noter que l'agriculture constitue la principale ressource pour les habitants de Bni Snouz. Et on vous emmène à Médéa pour finir. La wilaya est devenue au fil de ces dernières années un pôle fruitier par excellence, avec une tendance affichée vers les vignobles et les pommiers. Les partenariats conclus en 2017 entre investisseurs et agriculteurs ont permis un rendement plus accru et une nette amélioration de la qualité. Reportage de Saïda Mayouf. Des vergers de vignobles à perte de vue couvrant d'immenses étendues, des versants de la chaîne montagneuse de l'Atlas tellien, mais pas seulement, les pommiers sont en abondance et la qualité au rendez-vous. Et pour cause, les partenariats entre investisseurs et agriculteurs ont porté leurs fruits. J'ai investi dans la filière arboriculture. J'ai 22 hectares, des pommiers, des pruniers, des cerisiers et des pruniers outre les vignobles. L'avantage de ce partenariat est qu'on a labouré toutes nos terres avant qui étaient en jachère. Et on a créé une vingtaine de postes d'emploi. La wilaya de Médéa a enregistré 69 actes de partenariat sur une superficie totale de 1329 hectares. La totalité est dédiée à l'arboriculture. On s'est lancé dans cette opération en 2017. Les jeunes plants entreront en production dès l'année prochaine. Nous avons cultivé 8 hectares de vignobles, 6 hectares d'arboriculture et 7 de cerisiers. Le fruit est de très bonne qualité. Le seul souci est le manque d'eau flagrant dans ces exploitations.
La commune de Benchiko n'est pas en reste où l'arboriculture est une tradition établie. Les fruits abondent jusqu'à satisfaire le marché local et les agriculteurs projettent même de se tourner vers l'exportation. On a 2 variétés de pommes. La terre est très fertile, mais la sécheresse de cette année a diminué un peu la production. Par contre, le manque d'eau fait défaut. Si la production continue sur cette courbe ascendante, cela nous permettra d'explorer d'autres marchés extérieurs avec l'accompagnement de l'État. Nul doute, Médéa est une région en passe de devenir un véritable pôle fruitier par excellence dans un proche avenir et contribue ainsi au développement économique. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez le revoir et réagir sur les adresses qui s'affichent en bas de votre écran. Tout de suite, une page météo avec Amal Arrivi. Quant à moi, je vous souhaite une excellente journée sur Canal Algérie.